Mesdames et messieurs, mais quel week-end fantastique jusqu'à dimanche aux alentours de 16 heures. J'étais plutôt déçu, j'étais plutôt sur ma faim, que ce soit en Moto 3, en Moto 2 ou en Moto GP. À partir de dimanche après-midi, nous avons eu le droit à un véritable spectacle, une véritable masterclass dans les trois catégories. Un week-end comme on en a rarement vu, un dimanche après-midi surchargé en émotions, en drama, en joie, en tristesse, en pleurs, en rire, en tout ce qu'on a eu, en admiration pour certains pilotes. Je vais revenir petit à petit pour ce BRK numéro 3 sur tous les points, Honda, Yamaha, tous les constructeurs, et il y a de la surprise. Et si vous n'avez pas vu la course, je vous invite à aller la regarder. Si vous avez vu la course, je vous invite à aller la re-regarder. C'était tout simplement spectaculaire. On se lance une nouvelle fois malheureusement avec Honda qui complète cette grille de départ. 3 Honda au tapis pendant la course sprint, 3 Honda au tapis pendant la course principale. Marini qui va terminer dernier de cette course, en tout cas dernier qui roulait encore. Il terminera à la porte des points malheureusement, donc pas un point pour Honda ce week-end avec 4 motos. Juan Mir double qui part à la faute 2 fois. Zarco qui abandonne en course principale. La Honda ne fonctionne pas selon Johan Zarco. C'est le package général, l'aérodynamique, ce n'est pas au point. Au niveau du châssis, c'est là le plus gros problème. Les pilotes sont obligés de pousser énormément pour que la moto arrive, et encore quand je dis arrive, essaye de suivre les autres motos. Donc c'est assez terrible pour le moment pour Honda. Du côté de la marque japonaise, les améliorations peuvent venir petit à petit. On pense notamment au test de Jerez qui arrive dans très peu de temps. On pense notamment aux nouveaux ingénieurs, aux nouvelles équipes techniques directement au Japon qui sont en train de travailler sur ce nouveau concept de la RC213V. Mais c'est vrai que pour le moment, après ces tests hivernaux qui semblaient convaincants et qui avaient potentiellement du potentiel, eh bien là tout disparaît depuis voilà, Austin. Là c'était vraiment la goutte de trop peut-être, mais je pense que ça va arriver. C'est un projet qui repart de zéro avec une feuille blanche totale, donc il faut laisser un petit peu de temps. Mais c'est vrai que pour le moment c'est assez terrifiant les résultats du côté de Honda, et on passe à leurs confrères japonais qui pour le coup la course n'a pas été bien mieux, mais ils rapportent tout de même des points, c'est Yamaha. Du côté de chez Yamaha, j'espérais un petit miracle car comme on le sait, Quartararo a été très bon l'année dernière ici à Austin en prenant un podium, son premier podium de la saison, et Alex Rins nous a sorti en 2023 une véritable performance exceptionnelle sortie de nulle part avec une Honda qui était à la traîne. Je me disais que cette saison avec la Yamaha, peut-être que les deux pourraient réitérer cet exploit. Malheureusement, on en est très loin. Fabio Quartararo va terminer seulement 12e avec une course très difficile, une erreur au tout début qui l'a vraiment remis tout au fond du paquet, et Alex Rins malheureusement partira à la faute. Pour le coup, du côté de chez Yamaha, très peu de choses à dire. Une nouvelle fois, la moto n'est vraiment pas performante. C'est un manque de tout. Chez Honda, on a vraiment des gros problèmes sur la moto, sur la conception réelle. Chez Yamaha, la conception a l'air un peu meilleure, mais malheureusement, les pilotes n'arrivent pas à trouver un réglage qui la fasse performer. Et puis, dans l'ensemble, la moto est quand même beaucoup moins bien que toutes les autres motos européennes. Donc voilà, mauvais résultat du côté de chez Yamaha, que ce soit pour Rins ou pour Quartararo. On repart avec une signature tout de même pour Quartararo, mais on a 12 millions dans le salaire de Quartararo et beaucoup moins du coup dans la moto. J'espère qu'avec toutes ces promesses et plus 12 millions d'euros de salaire, j'espère vraiment que Yamaha n'a pas trop mis d'argent dans le salaire de Quartararo et en a gardé assez pour créer un projet MotoGP qui tienne la route et ne pas rester dans les prochaines années au fond du classement. On va voir ça. J'espère que le budget a bien été réglé. Lynn Jarvis devrait quitter fin 2024 Yamaha, donc ça sent encore une fois le gros changement, mais ça veut dire qu'il va falloir de la reconstruction aussi, et on part pas de zéro, mais on n'en est pas loin parce que Lynn Jarvis quand même
Ça fait bien longtemps qu'il est là, Valentino Rossi, Lorenzo, Quartararo, il en a vu passer des champions du monde. Donc là, perdre le team principal, puis repartir sur un projet quand même, on le sent, la Yamaha est en train de changer. Ça va être difficile pour eux aussi ces 2-3 prochaines années, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose et que les Japonais commencent vraiment à se remettre au travail d'une nouvelle manière parce que c'est vrai que ces dernières années, eh bien, ils se faisaient clairement doubler, quelque chose ne fonctionnait plus dans leur philosophie de travail. Malgré tout ça, rien à dire sur les deux marques japonaises qui finissent tout au fond du classement. Nous passons à Ducati. Oui, Ducati est seulement troisième. C'est incroyable. Pour ceux qui regardent les BRK depuis l'année dernière ou même depuis ce début de saison, nous avions l'habitude de parler de Ducati en toute fin de vidéo. Mais alors là, c'est une très longue série qui s'arrête. Je crois que ça faisait 12 courses que Ducati avait gagné toutes les courses principales, 12 victoires, 11 ou 12. Là, il va falloir me rappeler dans les commentaires, je me souviens plus de la stat, mais bref, partons sur 12. 12 victoires consécutives en course principale pour Ducati. La dernière victoire autre que Ducati remontée à Catalunya au Grand Prix de Barcelone l'année dernière en 2023 avec Aleix Espargaro. Autant vous dire que ça fait du bien. Et pourtant, la première Ducati n'est pas très loin puisqu'elle est troisième. On est directement sur ce podium avec Enea Bastianini qui nous a fait une course de maître. Franchement, très très bonne course de Bastianini. Alors, on va revenir un petit peu sur tout le week-end de Ducati car il est très intéressant. Premièrement, en qualification, j'en ai parlé dans la vidéo de samedi soir, enfin de dimanche matin. Énorme performance de la part de Ducati qui place ses 8 motos dans le top 12, qui place 7 motos dans le top 10, dont Morbidelli, Bezzecchi qui commence vraiment à se réveiller, Di Giannantonio qui performe toujours même s'il est assez discret, Bastianini, Martin, Bagnaia, Alex Marquez. Enfin bref, nous avons eu tous les pilotes qui ont vraiment bien performé avec leur Ducati sur cette journée du samedi. En course sprint, nous avons eu de beaux résultats avec notamment Marc Marquez, avec Martin qui signait son 11e podium en course sprint consécutif. Enfin bref, beaucoup de choses positives, mais c'est vrai que le dimanche, on a vu quelques petits problèmes tout de même et ça fait plaisir de voir enfin Ducati être battu parce que là cette fois-ci ils ne sont pas seulement battus par Aprilia mais ils sont aussi battus par KTM, enfin plus que KTM, on reviendra après sur ce point-là, mais ils sont battus par KTM et Aprilia. Donc la hiérarchie, même si la GP24 semble imbattable, finalement que ce soit en sprint, que ce soit en course principale, on commence vraiment à voir les deux autres marques européennes prendre le dessus avec certains coups d'éclat et même une certaine régularité de la part de Vignales actuellement. Je vais parler des pilotes Ducati car nous sommes dans la rubrique Ducati et je vais commencer par Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia, plusieurs choses à dire. Finalement, quand on regarde, le week-end n'est pas catastrophique. On n'est pas non plus sur une contre-performance totale. Il y a des points pendant la course sprint, très peu pendant la course sprint. Il y a des points pendant la course principale. Il termine tout de même 5e. Donc, il y a vraiment la casse qui est limitée. On peut voir ça comme ça pour le champion du monde en titre. Mais c'est vrai qu'on peut commencer à se poser des questions parce qu'il se fait dominer par son coéquipier. Il se fait dominer par Marc Marquez. Bon, même si techniquement au championnat il est devant Marc Marquez, mais il se fait dominer aussi par Jorge Martin, le vice-champion du monde de 2023. Donc Bagnaia, on le sent sur une série là assez difficile et je ne sais pas trop pourquoi parce que finalement il a une moto qui fonctionne, le pilote n'est pas non plus devenu mauvais, enfin ce n'est pas possible techniquement parlant, mais je pense qu'il va falloir retrouver quelque chose parce que devant on a des pilotes en ultra confiance et surtout on a des pilotes qui veulent absolument leur place dans le team officiel Ducati, alors que lui, Bagnaia, il est assuré d'avoir ce siège Ducati jusqu'en 2026 minimum. Et donc, je ne sais pas si c'est un manque de motivation, si c'est un manque d'envie, si c'est juste une contre-performance depuis le début de cette saison. Mais c'est vrai qu'on voit un Bagnaia assez en retrait. Donc, il va falloir surveiller ça de très près pour les prochaines courses. Mais ça annonce d'être très intéressant parce que là, on a un champion du monde en titre en difficulté. Je vais revenir sur le drame de ce Grand Prix. Très probablement pour beaucoup de monde, ça a été un choc au moment de la vidéo. Marc Marquez part à la faute dans le virage numéro 11 au tour numéro 11 sur un
une perte de l'avant assez violente, assez directe, et il y a une explication de la part de Marc Marquez qui est un problème au niveau du freinage. Alors non, ce n'est pas un problème de Ducati, ce n'est pas un problème de levier ou quoi que ce soit, c'est juste que à force de suivre, à force de retarder ses freinages et à force d'être derrière des pilotes et d'avoir un vrai rythme comme ça, les freins fonctionnaient un peu moins bien petit à petit. Peut-être un problème de surchauffe, peut-être un problème d'usure prématurée, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, c'est ce qu'a expliqué Marc Marquez, un problème de freinage finalement. Et il a dit même, certains dépassements n'étaient pas voulus, mais juste dus à un souci de freinage, à un freinage moins performant. Et quand j'entends ça, je pense notamment à ce dépassement, cette tentative de dépassement sur Jorge Martin dans le dernier virage, le virage numéro 20 qui a mené un léger contact. Donc Marc Marquez a dû faire des remontadas, a dû faire des dépassements, retarder ses freinages. En fait, il nous a fait un vrai spectacle pendant ces 10 premiers tours. Les 10 premiers tours étaient juste exceptionnels, mais Marc Marquez nous a permis vraiment de voir un vrai spectacle. Ici à Austin, c'était parfait. Moi qui pensais que ça allait être ennuyant en ayant vu la course sprint, tout le contraire. C'était tout le contraire. C'était juste une course magnifique. Donc voilà, Marc Marquez, sa chute est due à ce souci de freinage. Et finalement, c'est assez dommage car il était en tête. Je ne pense pas qu'il pouvait gagner. Maverick Viñales avait l'air vraiment trop parfait. Mais en tout cas, ça aurait fait du bien de revoir Marquez sur le podium parce que là, il est sur un double abandon. Il prend quand même tarif au championnat du monde. Donc, va falloir le revoir un petit peu. Il va falloir commencer à être de plus en plus parfait sur les courses à venir. Voilà pour le cas Marquez. Pour finir sur cette catégorie Ducati, je vais en mettre deux dans le même paquet. Ce sont Bastianini et Martin, deux pilotes en ultra confiance actuellement. Bastianini qui est en train de rouler sur son coéquipier, rouler, je dis bien, deuxième au championnat du monde. Là, c'est vraiment le Bastianini qu'on reconnaît, le Bastianini de 2022, un Bastianini ultra confiant, un Bastianini qui gère ses pneus. Enfin, on l'a vu, je pense, on remettait 2 tours malgré son pneu soft à l'arrière. Il y avait moyen qu'il aille chercher Pedro Acosta, mais il va manger Martin dans ses derniers tours. Et puis Martin, comment ne pas parler de Jorge Martin qui tend le pilote le plus rapide du monde actuellement sur une MotoGP. Viñales n'est peut-être pas loin, mais ça se joue entre ces trois-là. Martin, Bastianini, Viñales. Là, on est sur une régularité de leur part. Et puis Martin, je trouve qu'il le joue super intelligemment en ce moment, ce début de championnat du monde. Donc, franchement, Jorge Martin, il me fascine parce que là, il a su se relever par rapport au coup qu'il a pris l'année dernière. Parce que vice-champion, c'est pas toujours facile. Vous le savez, on peut facilement s'écrouler mentalement après une défaite comme celle-ci. Mais finalement, ça ne l'a rendu que plus fort. Et là, déjà qu'il était ultra rapide, c'est clairement le pilote le plus rapide sur la piste actuellement. Et en plus, mentalement, je pense que c'est l'un des plus forts. Donc là, on a le combo parfait pour Ducati Pramac. Et on se régale sur la piste. On passe à KTM. Et on a aussi des choses à dire. Et pas que positives. KTM, que dis-je, Gaz, que dis-je, Tech 3 et encore, que dis-je, Pedro Acosta. Avant de parler de cette légende qui est en train de s'écrire, revenons sur Brad Binder et sur Jack Miller qui nous font un week-end pourri, je vais mettre le mot pourri dessus parce que le week-end est scandaleux de la part des deux pilotes KTM, alors que Austin paraissait être un circuit qui pouvait mettre la KTM en valeur car il était à dominante stop and go. C'est un circuit qui quand même a de grosses portions, donc stop and go. Eh bien, malheureusement, la KTM qui est quand même, on va pas se mentir, une des motos les plus puissantes sur les reprises, une des motos les meilleures sur les phases de freinage, on le voit avec notamment Pedro Acosta ou Brad Binder par exemple au Qatar. Eh bien non, la KTM avec ses deux pilotes officiels sont nulle part. Une qualif abominable de la part de Brad Binder et Jack Miller qui nous fait une bonne course sprint, un très bon de début de course avant de s'écrouler totalement. Mais alors là, il a disparu au classement. C'est assez terrifiant d'ailleurs de voir une perte de rythme comme ça. Je crois qu'il prenait 3 secondes à la fin par Pedro Acosta et les leaders. Donc franchement, KTM officiel, c'est pas un ras-le-bol parce que bon, on n'est qu'à la 3e course, mais c'est chaque année la même chose avec Brad Binder, avec Jack Miller. On attend de la régularité réellement et pour l'instant, celui qui nous offre le plus de régularité, c'est Pedro Acosta, le rookie aux 3 courses dont je vais parler dès maintenant car beaucoup de choses à dire. Un début de course où Pedro Acosta mène les débats avec un pneu médium à l'arrière face à
une armée de pneus soft. Et là, j'étais subjugué. J'étais subjugué devant cette beauté, devant cette maîtrise finalement. Et il a vraiment bien joué. Il a empêché Martin en lui mettant une petite couche. Vous l'avez vu, Martin, une petite couche dans son berceau. Et Martin reste derrière Pedro Acosta pendant combien? 3, 4, 5 tours, quelque chose comme ça. Acosta aussi a tenu Marquez en échec. Acosta a poussé Marquez à la faute. Enfin bref, un Pedro Acosta rivalise avec le pilote le plus rapide du monde actuellement, avec le pilote 8 fois champion du monde. Acosta rivalise avec Bastianini, Bagnaia. Mais on est où là? Quand je vous dis qu'une légende est en train de s'écrire, si elle n'est pas déjà écrite, le titre est marqué sur un livre qui va être énorme au vu de la prestation qu'il nous fait sur ses 3 premières courses. Et nous sommes en train d'assister à une symbiose, à une osmose entre Tech 3 qui fournit une moto presque parfaite à Pedro Acosta, qui manie cette moto presque parfaite à la perfection. Et c'est magique, c'est spectaculaire à regarder parce que, en plus du spectacle qu'il nous offre, il nous offre de la réelle performance. Premier pilote de l'histoire, enfin le plus jeune pilote de l'histoire de la moto à faire un double podium consécutif. S'il pouvait déjà battre Marc Marquez sur le fait de gagner une course en étant le plus jeune pilote de l'histoire, et bien déjà, premier record pris cette saison par Pedro Acosta, le plus jeune pilote, enfin premier record, je crois qu'il en a déjà avant avec le premier pilote, enfin le plus jeune pilote à avoir pris le meilleur tour en course, le plus jeune pilote à avoir 2 podiums consécutifs. Et là, on est sur une série où il a fait 3e. Là, on passe à la 2e, à Jerez. On est sur une victoire et sur un nouveau record pour Pedro Acosta. C'était magique, c'était fantastique, c'était Pedro Acosta. J'espère que vous vous êtes régalés parce que moi, oui. Et on continue avec Aprilia parce que je n'ai pas grand-chose de plus à dire, mis à part bravo. Mais c'est quoi ces dépassements de la défense, de l'attaque, de la gestion de pneumatiques, de la gestion de l'effort sur une des pistes les plus difficiles de la saison, du calendrier et voire peut-être de l'histoire de la MotoGP. Pedro Acosta, 3 courses, 3 masterclass. Et les vainqueurs, encore une fois, ceux qui détrônent Ducati, Aprilia, mais cette fois-ci avec un record. Et ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Je ne suis pas fan de Maverick Viñales, mais il faut lui reconnaître que le week-end est splendide. Pole position, victoire en sprint, victoire en course principale, un rythme effréné, une remontada. Si Pedro Acosta nous a régalé, Maverick Viñales est très probablement le second pilote de ce Grand Prix. Il est peut-être à égalité vu qu'il nous sort une victoire et en plus il termine avec de l'avance. Batmav, comme on l'a appelé ce week-end, roi du Texas, shérif de ces terres, exceptionnel. Maverick Viñales, si on parle de Trackhouse, l'écurie américaine à domicile, eh bien le résultat est plutôt mauvais. On va pas se mentir, même si Raúl Fernandez prend des points en course sprint, il prend un top 10 en course principale, Oliveira était un peu derrière. Mais malgré tout, je suis assez déçu de la performance de Trackhouse en général, notamment de Miguel Oliveira qui continue de me décevoir petit à petit avec cette Aprilia RSGP 24 qui a l'air de fonctionner parce que ce soit Espargaro ou Viñales, il y a eu des podiums chaque week-end de la part de Aprilia, que ce soit en sprint ou en principal. Je prends les 2 courses et je les mets dans le même paquet, vous voyez. Mais il y a eu des podiums dans tous les cas de la part de Aprilia. Et malheureusement, Miguel Oliveira n'est sur déjà aucun podium, mais il n'est non plus dans aucun top 5. Et le top 10 est même difficile à aller chercher pour le Portugais. Donc, il a des difficultés à s'adapter, mais il est quand même sur une très mauvaise série, on va pas se mentir. La bonne nouvelle pour Trackhouse, c'est que 2 Aprilia RSGP 24 vont être donnés pour l'écurie américaine. Donc Raúl Fernandez, dans peu de courses, devrait recevoir sa moto de 2024 et avoir donc une moto des mêmes performances que Viñales et Espargaro. Concernant Aleix Espargaro, je m'attendais à pas grand-chose au vu du week-end de l'année dernière. En plus, la Aprilia n'était pas non plus la meilleure moto, enfin la moto favorite pour performer sur ce circuit en stop and go, comme je vous l'ai dit. La Aprilia, c'était plus une moto faite pour les circuits donc fast and flowing comme le Qatar justement. Après, on a vu que Viñales nous a bien performé à Portimao, bon, qui est plus un circuit à dominante aussi fast and flowing, mais ce n'est pas le sujet. Espargaro qui s'en sort finalement plutôt bien mieux que ce que je pensais. Donc voilà, pour Aprilia, on peut mettre ça de côté. Beau résultat d'Espargaro, les Trackhouse très très loin. Mais revenons sur Viñales.
premier pilote de la nouvelle ère MotoGP, a gagné avec 3 constructeurs différents, Suzuki, Yamaha et bien sûr Aprilia ici au Texas. Il le fait devant Jack Miller, il le fait avant Alex Rins. Exceptionnel Maverick Viñales. Tout le monde attendait cette victoire depuis très longtemps car on le savait, il était capable de gagner avec Yamaha, il était capable de gagner avec Aprilia. Mais c'est vrai qu'entre les problèmes de fiabilité de la Aprilia et les contre-performances un peu du pilote espagnol tout de même, eh bien, on a eu du mal à trouver cette première victoire. Mais alors là, c'est un week-end sans faute, c'est une course sans faute. Au premier tour, Maverick Viñales se retrouve 11e et au dernier tour, il est premier. Et il ne double pas n'importe qui, hein. Il double Bagnaia, il double Bastianini, Martin et Pedro Acosta. Donc c'était vraiment une course parfaite. Il n'a pas vraiment eu la chance d'avoir des faits de course devant lui. Donc c'est une remontada qui est due grâce à lui et son pilotage qui a été exceptionnel du premier jour jusqu'au dernier. Même si Martin a été très rapide le vendredi et le samedi, c'est Maverick Viñales qui, à partir de la qualification, nous a montré un rythme exceptionnel. Donc que dire de plus à part masterpiece, incroyable Maverick. Donc bien joué et on passe à la Moto 2 et à la Moto 3 pour en terminer, quoi. MotoGP, c'était de la folie, mais la Moto 2 et la Moto 3 juste avant, c'était franchement pareil. Pour commencer avec la Moto 2, nous avons eu une belle course, des batailles avec notamment la bataille entre les coéquipiers Speed Up, Firmin Aldeguer qui n'a toujours pas gagné une course, il finira 3e juste derrière Joe Roberts qui prend un podium à domicile et un podium bien mérité. Franchement, de beaux dépassements, de la belle course et surtout une première victoire en championnat du monde Moto 2 pour Sergio Garcia qui nous fait une course parfaite. Franchement, vraiment pas mal. Quelques erreurs notamment dans le T11, mais c'est une première victoire en Moto 2 pour sa carrière. Je peux te dire que les erreurs du T11, il les a vite oubliées, je pense, même s'il va falloir se méfier parce qu'il prend les rênes de ce championnat du monde et il est sur une moto qui a l'air de très bien fonctionner. Nous avons aussi en Moto 2 des cas désespérants qui m'énervent un petit peu, je ne vais pas vous mentir. Tony Arbolino, Celestino Vietti, qui ont vraiment du mal, malgré le fait qu'ils aient des très bonnes motos, même si j'ai l'impression que Marc VDS galère un peu à comprendre la nouvelle philosophie des pneus Pirelli en général, parce qu'ils ont quand même Salach et Arbolino, et pour le coup, aucun des deux ne performe. Donc je ne suis pas sûr que ça soit de la faute uniquement des pilotes. Va falloir voir si Marc VDS peut se rattraper petit à petit sur ce championnat. Mais ça me paraît déjà difficile pour la victoire finale de Tony Arbolino. Passons à la Moto 3, où alors là, c'était déjà un carnage parce qu'on a eu un nombre de chutes incontable. C'est même pas possible de savoir il y en a eu combien. Mais malgré tout, nous avons eu une masterpiece, une domination écrasante. Mais alors là, David Alonso, je pensais déjà avant la course, j'avais parié qu'il s'échappe, ce qui est très rare en Moto 3. Et devinez quoi, David Alonso s'est échappé, mais d'une très belle manière, avec des très gros tours chrono, une facilité déconcertante à dominer la catégorie. Certes, il a été un petit peu aidé par tout ce qui s'est passé derrière. Daniel Logado qui se tire de on ne sait pas combien de situations ultra risquées et Angel Piqueras qui prend son premier podium. Retenez bien son nom, j'en ai parlé dans un petit short, dans un petit TikTok. Eh bien, retenez bien son nom, Angel Piqueras, pilote chez Léopard. Il a gagné la Red Bull Rookies Cup et c'est un pilote avec énormément de talent qui va briller très probablement dans les années à venir. Donc voilà, mis à part David Alonso qui a mené toutes les sessions. David Alonso, je vous le dis, n'a jamais été deuxième ce week-end. Toutes les sessions, pole position, meilleur tour en course. Je ne sais pas s'il a eu le meilleur tour, mais je crois bien qu'il a eu le meilleur tour. Mais victoire, il a mené tous les tours. Enfin, il n'a jamais été deuxième, il a mené toutes les sessions. Performance incroyable. Voilà pour ce week-end, une longue vidéo parce que le week-end était... On en a rarement des week-ends comme ça, mais quel plaisir, quel régal pour les yeux et pour le cerveau. Enfin, après, on se couche tranquille, quoi. Je suis pas sûr qu'on a un week-end comme ça de sitôt, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez un petit commentaire si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Et voilà, merci d'avoir regardé. C'était Théo. Ciao, ciao.